Ça aurait dû être un jeudi soir tranquille. Je venais de finir la vaisselle quand Amanda est sortie de la chambre, bras croisés, le regard glacial. Elle n'a pas pris la peine de s'asseoir. Aucune hésitation. « Je t'ai trompé », a-t-elle lâché brutalement, comme si elle annonçait la météo. Mon estomac s'est noué et je n'ai trouvé aucun mot. Elle m'a regardé, sans remords, sans larmes. Juste ce regard. Puis elle a ajouté, presque amusée, « J'avais besoin d'un vrai homme. » J'étais paralysé. Ma femme, avec qui j'avais passé 7 ans, venait de cracher ces mots comme du venin. Et soudain, je ne reconnaissais plus la femme en face de moi. J'ai demandé pourquoi, sans crier. J'ai juste demandé, calmement. Parce que même dans l'humiliation, je voulais comprendre. Elle a ri. Un rire sec. « Tu es trop mou », a-t-elle dit. « Tu ne réagis jamais. Tu laisses la vie te marcher dessus. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Toutes ces nuits que j'avais passées à travailler pour financer son salon de beauté, toutes les fois où j'avais annulé mes plans pour m'occuper de sa mère malade, rien de tout cela ne comptait. Le pire, je voyais qu'elle était en paix avec sa décision. Elle n'attendait pas de pardon. Elle n'en voulait pas. C'était une déclaration, pas une confession. Je suis resté là, ravalant un mélange de rage, de douleur et d'incrédulité. Soudain, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. C'étaient Romain et Léo, mes 2 plus proches amis. Ils sont entrés comme s'ils étaient chez eux, un sourire aux lèvres. « Je t'avais dit qu'il allait encaisser ça comme une mauviette. » A ricané Romain avec dédain. Léo a donné une petite tape dans le dos d'Amanda. Ils savaient. Ils avaient participé. Et ils avaient choisi son camp. C'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Nous avions passé tant de week-ends, ensemble, tant de virées à Deauville, tant de barbecues dans le jardin de cette même maison. Romain avait été mon témoin de mariage. Léo m'avait aidé à rénover cet appartement. Et maintenant, ils étaient là, dans l'autre camp, avec des sourires qui se moquaient de ma douleur. J'ai de nouveau regardé Amanda. Ses cheveux brillaient sous la lumière du salon, ses cheveux que je caressais pendant que nous regardions des films sur le canapé. Les mêmes lèvres qui me disaient « Je t'aime » étaient maintenant courbées en un rictus méprisant. 7 ans. 7 ans à construire une vie qui venait de s'effondrer en moins de 5 minutes. Depuis quand? Ai-je réussi à demander, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Assez longtemps, a répondu Amanda, en échangeant un regard avec Romain. Tu veux vraiment les détails, Julien? Julien. Même pas mon prénom entier. Pas mon amour. Pas Ju, comme elle m'appelait. Julien. Comme si nous n'étions plus que des connaissances. La douleur laissait place à quelque chose de plus sombre en moi. Un vide grandissant, une sensation d'irréalité. Comme si j'assistais à la scène en spectateur. « T'es pathétique », a lancé Léo, brisant le silence. « Regarde-toi. Même pas capable de réagir comme un homme. » Je sentais mon pouls battre dans ma gorge. Leurs mots étaient des aiguilles, chacune s'enfonçant un peu plus profondément. L'appartement que nous avions acheté ensemble, où nous avions prévu d'avoir des enfants un jour, semblait maintenant un lieu étranger et hostile. Les cadres sur le mur, nos photos en Corse, au mariage de sa sœur, au réveillon du Nouvel, sur les Champs-Élysées, semblaient appartenir à d'autres personnes. « Tu vas rester planté là ?» a provoqué Amanda en faisant un pas vers moi. Je pouvais sentir son parfum, celui que je lui avais offert pour son anniversaire 2 mois plus tôt. « Tu ne vas rien faire? Crier? Casser quelque chose ?» C'était ce qu'elle voulait. Une explosion. Une confirmation que j'étais le problème. Une justification. Mais quelque chose en moi refusait de lui faire ce plaisir. Je ne serais pas son méchant de service. Le monde semblait se rétrécir autour de moi. Mon cœur martelait, mes poings étaient serrés. Mais je n'ai frappé personne. Je n'ai pas crié. Je suis simplement allé dans la cuisine. J'ai pris mes clés sur le crochet et je me suis tourné vers Amanda une dernière fois. « Tu vas le regretter », ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux au ciel, se dirigeant déjà vers Romain. Je suis sorti. L'air glacial de la nuit m'a frappé le visage. Pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer. Je suis monté dans ma vieille Clio et j'ai roulé sans destination. Paris défilait en flou par la fenêtre, néons, bars, rues vides. Mes mains tremblaient.
J'ai pensé à foncer dans un platane juste pour sentir autre chose que ce sentiment écrasant de trahison. Je me suis arrêté sur une aire de l'autoroute A13, et je suis resté là, à fixer mon reflet dans le rétroviseur. Qui était cet homme? Avait-elle raison? Étais-je vraiment devenu si faible? Finalement, j'ai atterri dans une modeste auberge près de la sortie pour Rambouillet. J'ai payé en espèces. Je ne voulais pas laisser de traces. La chambre était petite, poussiéreuse et sentait le tabac froid. Mais c'était silencieux. Et j'avais besoin de silence. Je me suis allongé sur le lit, tout habillé, les yeux fixés sur le plafond. Mon téléphone a vibré une fois, puis deux, puis encore. J'ai ignoré. Mais à 4h17 du matin, j'avais 27 appels manqués, tous d'Amanda. Que voulait-elle maintenant? Rire encore un peu? M'humilier davantage? Ou restait-il une miette de décence chez cette femme que j'avais tant aimée? J'ai jeté le téléphone sur la table de chevet et j'ai essayé de dormir, mais le sommeil ne venait pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage, les sourires de Romain et de Léo, mes amis, ma femme, ma vie. Je me suis levé et je me suis approché de la petite fenêtre de la chambre. L'autoroute. Au loin, quelques voitures passant malgré l'heure. J'ai repensé à notre histoire. Comment nous nous étions rencontrés à cette soirée dans le Marais, quand elle avait renversé son verre sur ma chemise, et au lieu de s'excuser, avait ri en disant qu'elle avait amélioré mon look. Comment nous étions restés à discuter, jusqu'à l'aube sur un banc près de chez elle. Les projets que nous avions faits, la lune de miel à Porticcio, le jour où elle avait pleuré sur mon épaule après avoir perdu son travail dans une boutique de vêtements, son sourire fier quand elle avait ouvert son propre salon dans le 15e arrondissement. Où avais-je perdu cette femme? À quel moment avais-je cessé de lui suffire? Ou ne l'avais-je jamais été? Le ciel commençait à s'éclaircir quand mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre appel d'elle. Cette fois, elle a envoyé un message. « Décroche, s'il te plaît, c'est important. » Quelque chose dans le ton du message m'a dérangé. Ça ne ressemblait pas à l'Amanda arrogante d'il y a quelques heures. J'ai attendu. Un autre message. J'ai peur. Il se passe un truc grave. Mon cœur s'est emballé, mais pas de colère cette fois. D'inquiétude. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer? J'ai essayé de la rappeler. Rien. J'ai appelé Romain. Rien non plus. Léo? Directement sur sa messagerie. J'ai enfilé ma veste et j'ai quitté l'auberge sans même rendre la clé. Mon esprit tournait à plein régime. Qu'est-ce qui avait pu changer? Était-ce un piège? Ou quelque chose avait-il vraiment mal tourné? Ma poitrine s'est serrée à l'idée qu'elle puisse être blessée. Malgré tout, une partie de moi tenait encore à elle. Cette partie de moi me dégoûtait, mais elle était là. J'ai repris la route vers Paris, l'adrénaline inondant chaque parcelle de mon corps. Le trajet de retour semblait interminable. Le trafic du matin commençait déjà à se former sur l'A13. Klaxons, scooters se faufilant entre les voitures, le soleil se levant derrière les immeubles. J'ai tenté d'appeler Amanda encore quelques fois. Rien. La peur grandissait. Pas pour moi, mais pour elle. J'ai pris la sortie vers Auteuil, coupant par des petites rues pour éviter les bouchons. Je connaissais bien ces chemins. C'était le trajet que je faisais tous les jours pour rentrer de mon travail à La Défense, où j'étais chef de projet dans une boîte d'informatique. La maison que nous avions achetée ensemble après 3 ans d'économie. La maison où nous avions planifié notre avenir. La maison où tout s'était terminé quelques heures plus tôt. En approchant de notre rue, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Des gyrophares rouges et bleus. Des voitures de police. Une ambulance du SAMU. Mon pied a écrasé le frein. La maison était éclairée comme une scène de crime. J'ai couru dans sa direction, passant sous le ruban de sécurité. Un policier m'a arrêté, mais j'ai crié « C'est ma femme ». Il m'a regardé. Quelque chose dans ses yeux m'a cloué sur place. C'est là que j'ai vu le brancard. Amanda était vivante, de justesse. Son visage était blême, une entaille profonde à l'épaule. Les secouristes s'activaient. Romain était assis sur le trottoir, le visage en sang, la chemise déchirée. Léo était introuvable. Un inspecteur s'est approché de moi. « Vous êtes son mari ?» J'ai hoché la tête. Il m'a scruté comme s'il essayait de lire dans mon âme. « Vous connaissez quelqu'un qui aurait pu vouloir lui faire du mal ?» J'ai secoué la tête, sans voix.
C'est alors que Romain a crié. « C'est Léo. Il a pété un plomb. Il a dit qu'elle l'avait trahi lui aussi. » Mon esprit tourbillonnait. Amanda avait couché avec Romain et Léo, les deux, et Léo avait vrillé. Ça n'avait aucun sens, et en même temps, tout s'éclairait. L'inspecteur n'a pas semblé surpris. On a déjà eu des signalements concernant Léo, des histoires de dettes de jeu, des problèmes psy, il est en fuite. J'ai regardé Amanda être emmenée dans l'ambulance, et une vague d'émotions inattendues m'a submergé. Pas de l'amour, pas de la tristesse, de la pitié. Elle paraissait si petite, si brisée. La femme qui s'était moquée de moi ressemblait maintenant à une enfant qui a mal, et, pourtant une partie de moi se détestait de ressentir ça. Mais autre chose s'agitait en moi, un changement. Je n'étais plus le faible. « Vous voulez l'accompagner » a demandé un des secouristes, la porte de l'ambulance ouverte. J'ai hésité. Une partie de moi voulait dire non, tourner les talons comme elle l'avait fait avec moi. Ce serait juste, non? Mais une autre partie, peut-être celle qu'Amanda qualifiait de « trop molle », ne pouvait pas l'abandonner comme ça. « J'y vais », ai-je répondu, et je suis monté dans l'ambulance. Le trajet jusqu'à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière fut un brouillard. Amanda était semi-consciente, gémissant de douleur à chaque secousse. Le secouriste vérifiait ses constantes, parlait en termes techniques à la radio. Je suis resté assis dans un coin, à regarder mes mains, encore sales de la poussière de l'auberge. « Vous vous êtes disputé » a demandé le secouriste en ajustant la perfusion. « Non » ai-je répondu sans plus de détails. Comment expliquer tout ça? Comment dire que quelques heures plus tôt ma femme m'avait humilié de la pire des manières? Que mes meilleurs amis étaient impliqués? Que j'avais quitté la maison en jurant de ne jamais revenir? Nous sommes arrivés à l'hôpital. L'agitation, typique d'un service d'urgence, médecins, infirmières, brancards dans le couloir. Ils ont emmené Amanda dans un box et on m'a dirigé vers la salle d'attente. Je me suis assis sur une chaise en plastique dur, sous la lumière crue des néons. La télévision dans un coin diffusait une émission matinale quelconque, des gens avec des problèmes normaux. Comme j'aurais aimé avoir des problèmes normaux en ce moment. Mon téléphone a sonné. C'était mon patron, Charles. J'avais complètement oublié le travail. J'ai répondu « Julien, ça va? Tu n'es pas venu à la réunion avec les clients de la Société Générale ?» Désolé, Charles. J'ai une urgence familiale. Ma femme est à l'hôpital. J'ai parlé machinalement, comme si je lisais un script. Épouse. Le mot sonnait étrangement. Maintenant. Était-elle encore ma femme après ce qu'elle avait fait? Après ce qu'elle avait dit? Oh mon Dieu. Ne t'inquiète pas. Prends soin d'elle. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. J'ai raccroché et j'ai recommencé à fixer le vide. 2 heures ont passé. Une infirmière est finalement apparue. La famille d'Amanda Lefort. Je me suis levé. Je suis son mari. Elle est stable. Elle a perdu pas mal de sang, mais on a réussi à contrôler l'hémorragie. La coupure était profonde, mais n'a touché aucune artère principale. Elle a eu de la chance. De la chance. Quel mot étrange pour décrire tout ça. Je peux la voir. L'infirmière a hoché la tête et m'a guidé à travers les couloirs. Amanda était dans un lit relié à des moniteurs, l'épaule bandée. Ses yeux étaient fermés mais se sont ouverts quand je me suis approché. Quand elle m'a vu, quelque chose a traversé son regard. De la surprise, du soulagement, de la culpabilité. Je n'ai pas su déchiffrer. Julien. Sa voix n'était qu'un murmure rauque. Je suis resté debout à côté du lit sans savoir quoi dire. Que dit-on à une femme qui vous a trompé, humilié, et qui a failli mourir quelques heures plus tard? Le médecin a dit que tu allais t'en sortir, ai-je fini par dire. Elle a essayé de bouger et a grimacé de douleur. Tu es venu. Ce n'était pas une question, mais j'ai senti que je devais une réponse. Je suis venu. Après ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce n'est pas le moment d'en parler, l'ai-je coupé. Je ne voulais pas avoir cette conversation. Ici, pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé après mon départ? Amanda a refermé les yeux comme pour rassembler ses forces. Romain et Léo ont commencé à se disputer, à mon sujet, pour savoir lequel resterait avec moi, comme si j'étais un trophée. Une larme a coulé sur sa joue. Léo est devenu fou.
Il a dit que j'avais promis de te quitter pour lui, pas pour Romain. Que je m'étais joué d'eux, il avait beaucoup bu. Il a pris un couteau dans la cuisine. Elle s'est arrêtée, déglutissant péniblement. Je n'avais pas besoin d'entendre le reste. La scène se dessinait clairement dans mon esprit. J'ai passé toute la nuit à l'hôpital, pas par amour, mais par un sens du devoir que je n'arrivais pas à m'expliquer à moi-même. Un policier était de garde dans le couloir. Procédure standard en cas d'agression, m'a expliqué l'infirmière. Le matin, le même inspecteur que j'avais vu à la maison est apparu. Sergent Lefebvre de la police judiciaire. Un homme de petite taille, la barbe de 3 jours, des yeux fatigués de celui qui a tout vu. « J'ai besoin de votre déposition, monsieur ?» a-t-il dit, carnet en main. « Et de celle de votre femme aussi, dès qu'elle sera en état. » J'ai raconté ce que je savais, omettant seulement les détails de l'infidélité. C'était trop intime, trop douloureux. Lefebvre a écouté attentivement, prenant des notes rapides. « Vous avez quitté le domicile avant l'incident, c'est exact? Pourquoi? » J'ai hésité. Nous nous sommes disputés. À quel sujet? Des affaires personnelles. Il m'a fixé, avec ce genre de regard qui transperce les masques sociaux. Monsieur, nous enquêtons sur une tentative d'homicide. J'ai besoin de tout savoir. J'ai soupiré. Ma femme m'a avoué qu'elle avait une liaison, avec ces 2 hommes, mes amis. Lefebvre n'a montré aucune surprise. Et vous n'en saviez rien avant? Non. Et votre réaction a été de quitter la maison, sans confrontation physique? Oui. Il a noté quelque chose, l'expression neutre. Romain Sorel prétend que ce Léo avait des problèmes de drogue et de dette. Vous confirmez? Les pièces du puzzle s'assemblaient. Léo avait toujours été le plus instable du groupe. Parfois, il disparaissait pendant des jours, revenant avec de l'argent ou plus fauché qu'avant. Il parlait d'opportunités d'affaires qui ne se concrétisaient jamais. Il y a eu cette fois où il était apparu avec un œil au beurre noir, prétextant être tombé dans les escaliers. Je me doutais de quelque chose, mais je n'ai jamais eu de certitude. Lefebvre a fermé son carnet. On a retrouvé la voiture de M. Morera abandonnée sur le périphérique. On trace son portable. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on le trouve. Quand l'inspecteur est parti, je me suis assis dans le fauteuil à côté du lit d'Amanda. Elle dormait sous sédatif. Son visage, toujours si sûr de lui, semblait maintenant vulnérable, presque enfantin. Ses cheveux sombres éparpillés, sur l'oreiller blanc, son maquillage toujours impeccable, complètement absent. Une version brute de la femme que j'avais connue. Le médecin est entré pour vérifier ses pansements. Dr Paul, selon son badge, elle aura besoin de chirurgie réparatrice plus tard, a-t-il expliqué en examinant la blessure. Mais elle se remettra complètement. Physiquement, du moins. Et mentalement? Il m'a regardé avec compassion. Des traumatismes, comme ça laisse des cicatrices invisibles. Ça dépendra beaucoup du soutien qu'elle aura. Le soutien, le mot a résonné dans mon esprit. Il était implicite que ce soutien devait venir de moi. Le mari, le havre de paix. Mais que se passe-t-il quand le havre de paix est lui-même en ruine? Dans l'après-midi, j'ai reçu un appel du commissariat. Ils avaient retrouvé Léo, caché, chez un cousin à Créteil. Il avait résisté à son arrestation, il était blessé mais vivant. Quelque chose en moi s'est senti soulagé. Pas que Léo aille bien, mais parce qu'il n'y aurait pas la culpabilité supplémentaire d'une mort. Il y avait déjà eu assez de destruction. Amanda s'est réveillée en fin de journée, plus lucide. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu en elle, la honte. « Pourquoi tu es resté ?» a-t-elle demandé, la voix encore faible. C'était une bonne question. Pourquoi étais-je resté? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Elle a dégluti. Romain m'a appelé, il est au commissariat, Léo a tout avoué. Tout quoi? Pas seulement l'agression, les dettes auprès d'usuriers, qu'il se servait de moi pour avoir de l'argent. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il volait dans la caisse du salon depuis des mois. Notre argent, Julien. L'ironie était presque poétique. L'homme pour qui elle m'avait quitté, le vrai homme, était un voleur qui la volait. Qui nous volait? Comment tu n'as rien vu?
Elle a détourné le regard. J'étais aveugle. Nous sommes restés en silence pendant plusieurs minutes. Dehors, la nuit tombait sur Paris. Les lumières s'allumaient dans les immeubles, formant une constellation urbaine. Tant de vie, tant d'histoires, tant d'amour et de trahison se déroulant simultanément. Romain était au courant, ai-je demandé finalement? Je crois que oui. À la fin, en tout cas. Et malgré ça, il est resté avec moi. Oui. Un sourire amer a touché ses lèvres. Je sais vraiment bien les choisir, n'est-ce pas? J'ai presque eu pitié. Presque. Mais je me suis souvenu de ces mots. J'avais besoin d'un vrai homme. La blessure était encore ouverte, lancinante. L'infirmière est entrée pour vérifier les moniteurs. J'en ai profité pour sortir, prendre un café à la cafétéria de l'hôpital. J'avais besoin de réfléchir à ce que j'allais faire maintenant, à comment aller de l'avant. Assis seul à une table en plastique, touillant un café imbuvable avec une cuillère jetable, j'ai réalisé que je ne sentais plus cette douleur aiguë. C'était plutôt un vide, un espace qui devait être rempli par autre chose. Pas par la colère, pas par la vengeance, par quelque chose de plus. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Charles, mon patron. J'ai appris ce qui s'est passé. Prends tout le temps qu'il te faudra. Et quand tu reviendras, la mutation pour la filiale de Nice que tu avais demandée l'an dernier, elle est approuvée, si tu la veux toujours. Nice. La mer, le soleil, une vie complètement nouvelle. Loin d'ici, loin d'elle, loin de ses souvenirs. Pour la première fois en 2 jours, j'ai souri. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai gardé mes distances. Amanda s'est rétablie. Romain a porté plainte contre Léo. Les médias locaux se sont emparés de l'histoire. Un triangle amoureux finit dans la violence, et je suis devenu le fantôme que personne n'arrivait à retrouver. J'ai pris un congé, retiré quelques économies et j'ai pris la route du Sud. Un endroit différent, isolé. J'avais besoin de me reconstruire. La mutation à Nice a été plus rapide que prévu. En à peine 2 semaines, j'étais installé dans un petit appartement dans le quartier du Port, avec vue sur la mer. Le bureau était en centre-ville, à seulement 20 minutes en voiture. Nouveaux collègues, nouveaux défis, une nouvelle routine. Personne ne connaissait mon histoire. Personne ne me regardait avec pitié ou curiosité morbide. J'étais juste Julien, le responsable informatique muté de Paris. Les matins de congé, je marchais sur la promenade des Anglais. Le vent du sud frappait mon visage, nettoyant les pensées indésirables. J'ai commencé à courir. D'abord quelques kilomètres, puis plus. Mon corps, autrefois négligé par de longues heures assis devant un ordinateur, a commencé à changer. Plus fort, plus défini, plus à moi. Un dimanche, je suis entré dans une librairie du centre commercial Nice-Toile. Au rayon développement personnel, un titre a attiré mon attention. Se reconstruire après la trahison. Normalement, j'aurais ri de ce genre de littérature, mais quelque chose m'a poussé à prendre le livre. Dans la file d'attente à la caisse, une femme derrière moi a commenté « Ce livre a sauvé mon frère après son divorce ». Je l'ai regardé, cheveux bruns courts, des yeux verts attentifs, un sourire doux. J'ai souri en retour sans savoir quoi dire. « Désolé pour l'indiscrétion », a-t-elle poursuivi. Et juste que j'ai reconnu la couverture, mon frère l'a trimballé partout pendant des mois. Et ça l'a aidé? Il dit que oui. Aujourd'hui, il est remarié, il a 2 filles. Tant mieux pour lui, ai-je répondu, sans sarcasme. C'était bon de savoir qu'il y avait une vie après le chaos. Je m'appelle Louise, au fait. Julien. Nous avons échangé des sourires polis, et après avoir payé mon livre, nous nous sommes dit au revoir. Juste une autre rencontre, fortuite dans une nouvelle ville. C'est du moins ce que je pensais. Le livre, à ma grande surprise, n'était pas le cliché que j'attendais. Il parlait du pardon, non pas comme un cadeau à l'autre, mais comme une libération pour soi-même. Il parlait de reconstruction, non pas comme un retour à ce qui était, mais comme la création de quelque chose de nouveau, de potentiellement meilleur. J'ai commencé à faire les exercices suggérés, écrire dans un journal, méditer, confronter les souvenirs douloureux sans les laisser me dominer. Un soir, alors que je dînais seul dans un restaurant sur le cours Saleya, j'ai revu Louise.
Elle était avec des amis à une table voisine. Nos regards se sont croisés et elle m'a fait un signe de la main en souriant. J'ai répondu de même. Quelques minutes plus tard, elle s'est approchée. « Le livre aide ?» a-t-elle demandé, en désignant le sac à côté de moi où, par coïncidence, se trouvait le fameux livre que j'avais relu l'après-midi à la plage. Étonnamment, oui. Vous voulez de la compagnie? À une autre époque, j'aurais hésité. Je me serais méfié. Mais le nouveau Julien apprenait à prendre à nouveau des risques. Avec plaisir. Louise était professeure d'histoire dans un lycée. Divorcée depuis 3 ans, sans enfant. Elle aimait le cinéma d'auteur, détestait la variété française et avait un rire contagieux. Nous avons parlé pendant des heures, de tout et de rien. Je n'ai pas mentionné Amanda, ni la trahison, ni l'agression. Pas par honte, mais parce que, pour la première fois depuis des mois, cela ne semblait plus être la partie la plus importante de mon histoire. Nous avons échangé nos numéros. Sans pression, sans attente. Juste 2 personnes appréciant la compagnie de l'autre lors d'une agréable soirée à Nice. Les mois ont passé. L'hiver est arrivé sur la Côte d'Azur, amenant des vents vifs et des jours plus gris. J'ai commencé le surf, malgré le froid. Il y avait quelque chose de purifiant à affronter les vagues glacées, à sentir la puissance de l'océan, à apprendre à s'équilibrer sur l'instabilité. Chaque fois que je parvenais à tenir debout sur la planche quelques secondes de plus, je ressentais une victoire qui allait au-delà du sport. Louise et moi sommes devenus amis. Parfois, nous sortions dîner, d'autres fois pour des promenades sur la plage. Elle m'a présenté à son cercle d'amis, des gens simples et accueillants qui m'ont fait sentir que je faisais de nouveau partie de quelque chose. Je ne lui ai pas raconté toute mon histoire, mais j'en ai partagé des bribes. Assez pour qu'elle comprenne pourquoi certains sujets me crispaient, pourquoi je me rétractais parfois quand la conversation abordait la confiance et les relations. Un de ces soirs, après un dîner chez elle, Louise m'a demandé « Tu l'aimes encore, ton ex ?» La question m'a pris au dépourvu. J'ai réfléchi un instant, honnêtement. Non, je ne l'aime plus, mais j'apprends encore à ne pas la détester. Elle a hoché la tête, compréhensive. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Alors j'ai encore du chemin à faire. Elle a souri. On en a tous. Au travail, les choses s'amélioraient aussi. J'ai pris en charge des projets plus importants, plus stimulants. Mon équipe me respectait. Les clients louaient mon approche. Charles, mon ancien patron qui supervisait désormais toutes les filiales du Sud, a mentionné une possible promotion. Un soir, assis sur le balcon de mon appartement, observant les lumières de la ville se refléter dans la baie des Anges, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. C'était un email de l'avocat. Les papiers du divorce étaient finalisés. Amanda avait tout signé sans contester. La maison à Paris serait vendue, les biens partagés comme convenu. C'était officiel. J'étais de nouveau un homme célibataire. Étrangement, je n'ai ressenti ni joie ni tristesse. Juste un sentiment de clôture. Un chapitre terminé. Une page tournée. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert la galerie de photos. Elles étaient encore là, archivées dans un dossier que j'ouvrais rarement. Nos photos ensemble. Amanda et moi à la plage, au restaurant de notre premier rendez-vous, à la fête d'inauguration de son salon. Souvenir d'une vie qui n'existait plus. J'ai commencé à supprimer les photos, une par une. Pas avec colère, pas avec rancœur, mais avec la certitude de celui qui n'a plus besoin de ces rappels du passé. Avec chaque photo effacée, je sentais un poids s'enlever. Avec chaque souvenir numérique qui disparaissait, le souvenir émotionnel semblait aussi perdre de sa force. 3 mois plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Mais mon intuition m'a dit de le faire. C'était Amanda. Sa voix était douce, tremblante. Elle a dit qu'elle regrettait, que je lui manquant, qu'elle avait fait la plus grosse erreur de sa vie. J'ai écouté, calme, silencieux. Puis elle a posé la question. On peut réessayer? J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement à Nice, observant la mer où les vagues se brisaient doucement sur le sable. J'ai pensé à tout. La trahison, l'humiliation, le sang, le silence, la paix. Puis j'ai dit « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Amanda.
Mais ce n'est pas moi. Elle n'a pas répondu tout de suite, puis elle a raccroché. Le son du téléphone qui se coupe ne m'a rien fait. Aucune douleur, aucun regret. Juste la confirmation que ce chapitre était vraiment clos. Je suis retourné à la table du balcon où je travaillais sur mon ordinateur portable. Un nouveau projet pour un client important. Des délais serrés, une équipe qui comptait sur mon leadership, des responsabilités que j'embrassais avec une confiance que je ne connaissais pas auparavant. Le téléphone a sonné de nouveau. Un instant, j'ai cru que c'était Amanda qui tentait à nouveau sa chance, mais c'était Louise. « Ça te va si je passe plus tard ? J'ai un bon vin de Belley qu'un élève m'a offert. » J'ai souri. « Bien sûr. Je prépare quelque chose à manger. Elle ne te fatigue pas trop. Tu cuisines aussi mal que moi. » Nous avons ri. C'était vrai. Nos tentatives culinaires communes ressemblaient plus à des expériences scientifiques qu'à des repas. Mais c'était amusant. Sans pression, sans attentes étouffantes. Juste deux adultes profitant de la compagnie l'un de l'autre, partageant des histoires, des rires, et parfois des silences confortables. Le soir, alors que nous ouvrions le vin sur le balcon, j'ai raconté à Louise l'appel d'Amanda. « Et comment tu t'es sentie » a-t-elle demandé, sans jugement dans la voix. « En paix » ai-je répondu. Et c'était la vérité, comme si je pouvais enfin dire que j'ai tourné la page. Elle a levé son verre. « À la suite, alors. » Nous avons trinqué. Le vin était bon. La compagnie, encore meilleure. La brise marine apportait une odeur de sel et de liberté. J'ai reçu une proposition, ai-je commenté après un moment, pour diriger l'expansion de l'entreprise à Lyon. Louise m'a regardé, les sourcils haussés. « Tu vas accepter ?» J'ai secoué la tête. « Je ne sais pas. Je viens à peine de m'installer ici, de me faire des amis, de prendre racine. » Elle a pris une gorgée de vin, pensive. « Tu sais que les racines ne sont pas des ancres, n'est-ce pas ? Elles peuvent s'étendre, grandir dans de nouvelles directions. » On philosophe, madame la professeure ? Elle a ri. « J'observe, c'est tout. Tu n'es plus cet homme brisé que j'ai rencontré dans la librairie, Julien. Tu es plus, fort maintenant, plus, sûr de toi, plus toi. » Ces mots ont touché quelque chose en moi. C'était vrai. Je n'étais plus cet homme qui avait quitté Paris en roulant sans but, dévasté par la trahison. Je n'étais plus celui qui se demandait s'il était trop mou. J'étais quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui avait traversé le feu et en était ressorti plus solide, pas plus fragile. « Et tu viendrais me voir à Lyon ?» ai-je demandé, mi-sérieux, mi-plaisantin. Elle a souri, ce sourire qui illuminait ses yeux. « J'ai une amie qui travaille dans un lycée là-bas. J'ai toujours voulu connaître la ville. » Ce n'était pas une promesse, ni un engagement. C'était juste une possibilité. Et pour l'instant, ça suffisait. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, j'ai reçu un email de Romain. Surprise. Nous n'avions pas échangé un mot depuis cette nuit fatidique. L'objet était simple, pardon. L'email était court. Il disait qu'il n'attendait pas de pardon, qu'il savait qu'il avait détruit notre amitié de manière irréparable, qu'il vivait avec cette culpabilité tous les jours, qu'il suivait une thérapie pour essayer de comprendre pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait, qu'il me souhaitait de trouver le bonheur, où que je sois. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne savais pas si je répondrais un jour. Mais je n'ai pas non plus ressenti de colère en lisant ces mots. Juste une sorte de compréhension distante, comme celui qui observe la scène d'un film qu'il a vu il y a longtemps. L'après-midi, lors d'une réunion avec mon équipe, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je souriais. Pas un sourire forcé, pas un masque professionnel, un sourire sincère. J'étais heureux d'être là, de diriger ce groupe, de construire quelque chose de nouveau. En fin de journée, j'ai décidé de marcher sur la plage avant de rentrer. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel d'orange et de rose. Quelques familles profitaient encore de la fin de l'après-midi, des enfants courant sur le sable, des couples main dans la main. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai senti le sable entre mes doigts. J'ai marché jusqu'au bord de l'eau, laissant les vagues me mouiller les pieds. J'ai respiré profondément. L'air salin a rempli mes poumons. J'ai regardé l'horizon infini, la ligne où le ciel rencontre la mer. Et j'ai su
avec une certitude qui venait du fond de l'âme que tout irait bien, que les fantômes du passé n'avaient de plus de pouvoir sur moi, que l'avenir, avec toutes ses incertitudes, ne me faisait plus peur. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon patron. « Charles, concernant la proposition pour Lyon, je suis partant. Je suis rentré à l'appartement d'un pas léger. La nuit était complètement tombée maintenant, et les lumières de la ville brillaient autour. De là-bas, sur la table du balcon, il y avait encore les 2 verres de vin de la veille. La promesse de nombreuses autres conversations, de nombreuses autres nuits étoilées. Je suis entré, et j'ai commencé à faire mes valises. Pas pour fuir, comme je l'avais fait de Paris, mais pour avancer, pour embrasser ce qui allait venir. Pour continuer mon voyage plus fort, plus sage, plus complet. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de la salle de bain en me brossant les dents. J'ai vu les yeux d'un homme qui avait survécu au pire et découvert qu'il y avait plus en lui qu'il ne l'avait jamais imaginé. Un homme qui n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni à une ex-femme, ni à de faux amis, ni à lui-même. J'étais, tout simplement. Et cela finalement était plus que suffisant.